le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver sur ce 41e épisode de Créapi. Alors en 2023, les épisodes avec des invités continuent et je suis ravie de débuter cette nouvelle année avec comme invitée Lucie. Lucie propose aux projets créatifs et artisanaux, entre autres, à se concrétiser, à se développer et à être visible du grand public. Donc forcément un sujet qui intéresse fortement ce podcast. Mais la particularité de Lucie, c'est qu'elle utilise des mécanismes que je ne pensais pas aussi puissants pour aider le développement de projets artisanaux. Et tu vas le voir, pourtant c'est assez fort. Dans cet épisode avec Lucie, on va parler donc de financement participatif, connu aussi sous le nom de crowdfunding, tu me pardonneras mon accent, et on va voir comment tu peux utiliser ces mécanismes pour développer tes projets créatifs et artisanaux. Et tu vas voir que Lucie va te donner de nombreux conseils tout au long de l'épisode, et même des petits exercices qui vont te permettre de définir ton projet de financement participatif. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello Lucie, et je suis tellement contente de t'accueillir sur ce tout nouvel épisode de Créapi, le premier épisode invité de Créapi en 2023. Et oui Lucie, c'est toi qui ouvre le bal et j'en suis ravie. Comment vas-tu Lucie ? Eh ben, déjà, merci Marie de m'inviter sur ton podcast. Je suis ravie de participer. Et puis, alors moi, comment ça va? Bah, ça va plutôt pas mal. On enregistre cet épisode en décembre. Et du coup, c'est bientôt les vacances et ça va faire du bien. Voilà. Oui, ça fait toujours du bien. Puis c'est vraiment, on est encore dans toute l'énergie de Noël, la magie de Noël et tout. Donc c'est toujours des périodes qu'on aime, même si elles sont assez sport, qu'on aime toujours bien. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on va parler de financement participatif, comme je le disais du coup en introduction de l'épisode. Mais avant de débuter et qu'on parle de tout ça, et pour les auditrices qui te découvrent, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ce que tu fais, même si j'en ai déjà un petit peu dit, puisqu'on parle de financement participatif. Alors, donc, je m'appelle Lucie et je suis la fondatrice de Crowdfunding Factory, qui est une structure pardon, qui accompagne les porteurs de projets en financement participatif. Donc, j'accompagne voilà, des créateurs, entrepreneurs, startups dans le lancement et la réussite surtout de leur campagne de crowdfunding. Voilà. Ok, super. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que donc en fait, j'ai rencontré Lucie lors d'un séminaire d'entrepreneurs sur Paris en octobre. Vous devinerez peut-être lequel c'était si vous m'avez suivi sur Instagram. Et en fait, en discutant avec Lucie, elle m'a dit que le crowdfunding était aussi pour les artisans et les créatrices, mais vraiment que c'était utile et que c'était souvent sous-estimé. Donc là, j'ai directement songé à l'inviter pour qu'elle nous en parle du coup sur le podcast. En plus, dans l'épisode 18 de Créapi, moi j'en avais déjà parlé avec Julie, donc en fait voilà, ça avait tout son sens, on vient compléter, on vient boucler la boucle comme on dit, et donc là aujourd'hui, nous on va aller quand même beaucoup plus loin avec Lucie, parce qu'elle est vraiment de l'autre côté, c'est pas la créatrice, elle est de l'autre côté, c'est la formatrice, la guide, l'accompagnatrice, et donc avant qu'on démarre, on va reprendre, hein, c'est toujours, on aime bien... Avec Lucie, on s'était dit que ça pouvait être intéressant quand même de repartir depuis le début. Et c'est vrai que comme le crowdfunding aujourd'hui ou le financement participatif n'est pas forcément encore bien connu de tout le monde, on voulait en fait, toi je sais Lucie, tu avais envie de nous réexpliquer ce que c'était. Voilà, une campagne de financement participatif. Exactement. Parce que en fait, il en existe, plein de différents, mais la base, du financement participatif et du mot financement participatif, c'est, en fait, le financement de projets grand public par, le grand public, justement. Donc on parle de crowdfunding, donc de financement participatif, de financement par la foule. Voilà, tout ça, ça veut dire, voilà, du financement de projets par le grand public et en fait, ça a été popularisé, beaucoup, par, une plateforme américaine qui s'appelle Kickstarter.
qui a un peu, voilà, popularisé, le terme et puis la pratique, en fait, à l'international. Et du coup, après, c'est arrivé en France, avec des plateformes comme KissKissBankBank et Ulule, principalement, même s'il y en a plein d'autres. Voilà. Donc voilà ce qu'est un peu, le financement participatif. Et du coup, je disais qu'il en existait plusieurs types parce qu'en effet, donc le financement participatif a plusieurs formats et en fait, souvent, on en connaît un, on ne connaît pas les autres et du coup, on peut être un peu perdu, face à la diversité, des solutions qui s'offrent à nous. Donc il existe, donc le crowdfunding en don pur, donc c'est-à-dire, qu'en échange, d'une somme d'argent, les contributeurs reçoivent, votre, reconnaissance éternelle. Voilà, c'est juste un don, simple, que vous faites, à un projet. Donc ça, c'est souvent très utilisé, bah, plutôt pour des projets humanitaires, à impact social, environnemental et cetera. Et du coup, avec ce genre de projet, on va lever en moyenne, 900 €. Voilà, c'est pour vous OK. donner une idée de ce que ça représente. Ensuite, on a le crowdfunding qui est souvent le plus connu, qui est le crowdfunding en don contre don ou en don contre récompense. Donc, comme je vous disais, je parlais tout à l'heure, des plateformes comme, Kickstarter, Ulule, KissKissBankBank. Donc ça, c'est le financement participatif en don contre récompense. Donc c'est-à-dire, en échange d'une somme d'argent, on va récupérer le contributeur va recevoir une contrepartie, qu'elle soit symbolique ou physique d'ailleurs. Et donc voilà, c'est souvent celui qu'on connaît le plus et c'est celui, pour lequel moi je suis spécialisée aussi. Qui est en fait un type de financement participatif qui, au-delà de la somme d'argent que vous allez lever, a plein d'autres avantages, mais je pense qu'on en parlera après. Oui. Heu, Peu de teasing. À peine, un peu pas Heu à peine. et du coup, la somme moyenne qu'on lève avec ce type de financement, ça va être aux alentours de 8 000 €. Ah oui! Ouais. Donc ça, voilà, je rappelle en fait les sommes moyennes parce que ça donne déjà une petite idée. Alors évidemment, c'est toujours des moyennes, donc ça veut tout et rien dire, c'est-à-dire que vous Bien pouvez sûr. faire bien moins et bien plus, mais quand même, ça vous donne un ordre d'idée, de ce que vous pouvez, attendre. Et surtout, ça donne en fait des dimensions les Ouais, types de financement les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire le don, on va plutôt exactement. être sur moins de 1000, là où Oui, finalement, on fait quasiment un fois 8 pour oui, le don contre récompense. Donc, exactement. ça donne voilà, une bonne tendance aussi. Mm. C'est ça. Et ensuite, on a d'autres types de financement participatif qui sont le prêt. Donc c'est un prêt entre particuliers en fait, entre une entreprise et des particuliers. Donc comme à une banque, on négocie avec des particuliers, avec des taux d'intérêt, pardon. Et du coup, on doit rembourser ensuite, donc à ce taux d'intérêt négocié. En général, pour ce type de financement, on va lever à peu près 100 000 € en moyenne. Ok. Ouais, donc on est là où on passe à un autre cap, une autre somme. Mais on passe aussi à un tout autre type de financement parce que, en fait, le but finalement des contributeurs, ça va être évidemment que votre projet fonctionne et de croire en votre projet, mais ça va être surtout d'avoir une rentabilité sur un investissement qu'ils vont faire financer. Donc c'est vraiment pas du tout la même philosophie finalement de projet. Mm. Pareil, donc on a du crowdfunding, qu'on appelle en royalties. Donc là, en échange, pareil, d'une somme d'argent, les contributeurs vont recevoir des royalties, donc des sommes d'argent qui sont, annexées à votre chiffre d'affaires, en fait. Et donc là, pour ce type de projet, on va être plutôt aux alentours de 30 000 € de somme levée en moyenne. Ok. Et enfin, on a, du crowdfunding en equity ou en prise de participation au capital. Donc là, vous, donnez des parts de votre société, à des contributeurs. Et là, on va être sur une somme moyenne de 400 000 €. Ok. Voilà. Ah oui. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a 2 grandes catégories de typologie de projets. Des projets en don pur et en don contre récompense, où là, on va aller chercher du grand public qui va, soutenir un projet et recevoir des contreparties, associées. Et d'autres types de projets qui va nous permettre certes de lever plus d'argent, mais où la contrepartie va être aussi, plus financière et où les contributeurs vont être plus intéressés par leur investissement que par le projet en lui-même, quoi. Oui, on va presque plus viser des actionnaires finalement Exactement. que voilà, des gens qui veulent soutenir des productions locales ou ok. Donc on C'est a ça. vraiment le don pur, la récompense plus au sens physique, et après la Oui, récompense plus monétaire au sens action, royalties, etc. Ok. c'est ça. Et donc on lâche Exactement. pas les mêmes choses. Exactement. Ok, enfin les mêmes montants. Hem, c'est ça.
Et du coup, donc voilà, là aujourd'hui, on va plutôt parler de crowdfunding en don contre récompense parce que, voilà, on est, plutôt sur ce créneau-là, surtout, pour, ton audience, Marie. Je pense que voilà, c'est ce qui va le plus coller à leurs attentes, leurs envies, leurs besoins. Et puis c'est pour ça aussi que c'est sur ça que je suis spécialisée, donc c'est quand même un peu mieux. Donc ça tombe bien, c'est parfait. Voilà. Mais c'était effectivement intéressant que tu nous fasses un état des Ouais, lieux un petit peu de ce qui se faisait. Puis si, bon, après il y a des choses qui peuvent intéresser aussi sur du ouais. don pur, peut-être aussi les créatrices. Bon ben à ce moment-là, soit elles me contactent, soit elles te contactent pour qu'on leur Oui. en dise un peu plus. Mais effectivement là on va parler donc du don contre récompense. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour vraiment qu'on rentre un peu plus dans le concret, est-ce que tu pourrais nous illustrer ou en tout cas nous indiquer les types de projets finalement qu'on peut, Ouais. pour des créatrices notamment, des artisans, vraiment des personnes qui créent, enfin les personnes qui sont plutôt dans le produit et qui en plus qui créent, finalement qu'est-ce qu'elles peuvent aller chercher comme type justement de financement participatif. Ouais. Et après on Donc parlera de comment bien le faire. Ça c'est pour la fin. ouais, exactement. Donc il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs façons de voir le financement participatif. Ça peut être le financement participatif utilisé de différentes manières, en fait. Donc, il faut d'abord que vous vous posiez une question, c'est: «Pourquoi est-ce que je fais un financement participatif? Quel est mon objectif avec ce financement participatif?» Parce que ça va aussi déterminer derrière beaucoup de choses, de ce que vous allez devoir faire et de ce que, vous pouvez financer, en financement participatif. Donc les différentes raisons un peu pourquoi les gens font du financement participatif, ça peut être, évidemment le financement, c'est-à-dire la somme qu'on va lever, mais, c'est souvent pas la seule raison ou parfois c'est même pas la raison principale pour laquelle on fait un financement participatif. On peut faire du crowdfunding pour développer sa notoriété, c'est-à-dire que comme c'est un moyen, et en fait, une campagne de financement, c'est vraiment un moment hyper, intense en communication et du coup, ça permet, de développer, voilà, sa communauté, sa notoriété. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles on en fait. Ça peut être pour faire de la prévente, donc prévendre ses produits, avant de les avoir, produits, ce qui permet, de faire aussi de l'avance de trésorerie, pour, une production. Ça peut être intéressant. Ça, c'est vachement bien. Excuse-moi, je Ouais, te coupe, je mais t'en prie. la prévente, en fait, c'est pour sonder le marché avant même de rentrer dans plein de créations de pièces et compagnie. C'est déjà de voir Exactement. si ça, excusez-moi le terme, si ça mord un peu, enfin voilà, si ça plaît Ouais. à l'audience et ça évite de commencer à se dire, je travaille en silo finalement, je fais toute ma Mmh. production, toutes mes créations, puis après, je vais voir si ça se vend. Ouais, Exactement. ok. Ouais, donc ça, c'est... Exactement, ouais, c'est vraiment de la prévente, faire un test de marché pour voir, si ça fonctionne ou pas, si ça plaît. Et puis même, du coup, ça peut vous permettre de aussi, d'ajuster votre, ce que vous aviez prévu de produire. Finalement, les produits, si vous avez différents coloris, ça peut être aussi de sonder la communauté pour les choisir. Si c'est un packaging, je sais pas, j'invente, des choses, voilà. Un packaging, un accessoire spécifique, qui leur aurait plus plu qu'un autre, voilà. Donc ça, c'est un gros avantage, ça vous permet aussi de beaucoup gagner du temps et puis, c'est un signal hyper fort parce que finalement, alors c'est bien de faire des questionnaires et qu'il y ait un tas de gens qui y répondent, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux comme preuve que des gens qui donnent de l'argent pour avoir, votre produit, quoi? Donc ça, Oui, c'est oui, une preuve hyper forte, d'une intention, quoi. oui. Voilà, donc on a plusieurs, on peut avoir plusieurs objectifs quand on fait un financement participatif. Donc comme je disais, la prévente, le financement, la notoriété. Ce que j'ai pas dit, c'est, évidemment que ça peut servir à financer un projet spécifique. Donc quand on parle de projet spécifique, ça peut être par exemple, si vous voulez ouvrir votre boutique, je sais pas, voilà, ça peut être ça, c'est un projet spécifique. Si vous avez déjà une marque et que voilà, vous voulez la développer, ça peut être un super projet. Si vous avez besoin d'acheter du matériel, par exemple, pour, toujours développer votre activité, ça peut être intéressant. Voilà, donc l'idée, c'est du financement participatif, c'est soit vous faites un peu de la prévente, vous vendez, vos produits, soit, vous financez un projet spécifique et il faut que, voilà, ce soit défini, voilà, l'achat de quelque chose, le développement d'un nouveau produit, voilà. Ok. Et du coup, voilà, donc tout ça, ça s'adapte évidemment, à toutes les créatrices qui ont une démarche de soit lancer un nouveau projet, lancer leur projet. Alors ça va probablement pas leur permettre de financer, la création de leur entreprise de manière globale, mais plutôt de financer une partie spécifique.
ou alors voilà, de développer son activité en lançant de nouvelles choses. Ce qui est hyper important aussi, c'est, de se dire voilà, il y a aussi deux philosophies qu'on peut voir dans le financement participatif. Une première qui va être plutôt dans le soutien d'un projet Mmh. et du coup, où là, on va faire appel, voilà, à plutôt son premier cercle, ses amis, sa famille et puis sa communauté proche de personnes qui va vous soutenir, en donnant de l'argent et en recevant des contreparties qui sont intéressantes, mais qui vous permettent tout de même, de financer votre projet à la fin parce que vous avez besoin de cet argent. Ou la deuxième philosophie, c'est vraiment d'utiliser cette campagne de crowdfunding pour faire un maximum de notoriété, vendre vos produits et de faire un peu une opération blanche, c'est-à-dire où à la fin, il ne vous reste pas forcément d'argent pour financer autre chose, mais qui vous aura permis quand même de générer des ventes et de la notoriété. Donc ça, c'est un peu la base de la question que vous devez vous poser quand vous faites ce financement, c'est: «Est-ce que j'ai besoin de d'un petit matelas pour développer un projet? Ou alors est-ce que je veux développer, mes ventes et ma notoriété?» Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va fonctionner le mieux et là où vous allez faire un maximum, «d'argent» entre guillemets et lever le plus d'argent, c'est des projets, souvent, grand public. Plus vous avez un projet grand public, plus ce sera facile et aussi un projet où vous faites de la prévente, souvent, c'est ce qui fonctionne le mieux et un projet où vous proposez quelque chose d'innovant, que ce soit, votre produit, ou l'offre que vous proposez, la façon dont vous communiquez. Il faut que quelque part là-dedans, il y ait quelque chose d'innovant, qui vous différencie en fait, de toutes les autres campagnes qui peuvent exister, aujourd'hui et qui sont en ligne. Donc ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça veut pas dire qu'en faisant quelque chose de pas de un peu moins innovant, vous y arriverez pas. Ça veut juste dire que si vous avez un gros objectif, peut-être que c'est pas, voilà, c'est pas en adéquation avec, le financement participatif. OK, super. Eh bien, écoute, c'est très complet. Et alors, donc du coup, voilà, ça, tu le disais, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de définir son objectif. C'est en fonction de Ouais, son objectif qu'on verra le type de campagne que l'on peut faire. Après, on reviendra sur justement les étapes à faire oui. pour lancer sa campagne. Bon, la première, c'est de définir l'objectif. Mais Mmh. avant, j'aurais aimé qu'on illustre un petit peu ça avec des cas clients peut-être, alors que Oui. soit tu as accompagné ou pas, parce que donc moi, c'est vrai que j'avais eu Julie qui était venue sur le podcast de Maman Cou Minijou, qui donc elle avait fait du coup une campagne de financement participatif parce qu'elle était dans une démarche où elle voulait certifier les jeux pour enfants. Mais est-ce que du coup toi donc ça c'est un purement financier là pour le coup, c'était pas dans un Ouais. objectif de notoriété, c'était Mmh. vraiment, elle avait un projet spécifique, une attente spécifique, elle avait besoin de cet argent pour pouvoir passer les étapes de certification, etc. Est-ce que toi tu as d'autres exemples aujourd'hui peut-être pour illustrer un Ouais. petit peu tout ça, ça guidera peut-être un petit peu mieux les auditrices. Ouais, bien sûr. Alors il y a quelques semaines, j'accompagnais donc un projet qui s'appelle l'Oracle de l'artiste, qui a été porté par, Estelle Lovy, qui est une artiste et entrepreneuse qui a, créé cet oracle, donc pour accompagner les artistes dans dans le développement de leur activité, et de leur création. Et donc elle avait besoin, de financement en fait, pour un projet pour accompagner cet oracle. Qui était le financement d'une bibliothèque, de méditation, donc qui allait avec, cet oracle et en fait, plus précisément d'ailleurs, c'est le financement de la mise en musique de cette bibliothèque de méditation. Ok. Donc c'était, voilà, être accompagné par un artiste, qui aurait fait des musiques sur mesure, en fait, pour les méditations qui étaient proposées. Donc elle m'a contactée, pour, lancer cette campagne de crowdfunding. Elle avait un objectif de 5 000 €. Du coup, elle partait à l'époque de zéro, quasiment en termes de communication. Elle avait elle-même un peu une communauté autour d'elle, pour, ses autres activités. Mais c'est vrai qu'autour de cette, activité de création d'oracles et cetera, on partait de zéro, quoi. Et du coup, donc il a fallu créer, aussi, toute, la communication autour du projet, créer une présence, en ligne avant le lancement de la campagne pour, commencer à développer la communauté, de donner, envie aux gens de participer à la campagne.
et du coup pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui participent à son projet. Et du coup, là, l'objectif, donc c'était 5 000 €, et en termes de contrepartie, on proposait donc l'oracle en lui-même, donc l'objet physique, qui était donc disponible en avant-première avant sa sortie en librairie. Voilà. La difficulté qu'on a pu avoir quand même, c'est qu'à la moitié de la campagne, l'oracle était sorti, donc en librairie, pour le coup, et du coup, forcément, ça ralentit un peu l'intérêt sur, la campagne de crowdfunding. Mais du coup, pour contrer ça, on proposait des contreparties, donc à prix préférentiel, en général, par rapport au prix de la librairie, et aussi d'autres contreparties qui permettaient, qui n'étaient pas du coup, disponibles avec l'oracle en librairie, mais qui permettaient aux gens de voir un intérêt finalement à participer à la campagne plutôt qu'à aller l'acheter en librairie. Donc on avait, voilà, des choses un peu exclusives comme, des échanges, enfin des webinaires live avec, la créatrice pour, comprendre et utiliser l'oracle, des accès à des vidéos, tutos, pour, l'utiliser, des moments de rencontre, d'autres livres et ressources, qui étaient, liés à l'oracle, et cetera. Ce qui nous a permis, voilà, de aussi, développer ça. Du coup, merci, c'est super intéressant. Mais alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres et c'est justement le calcul de ces fameux, ces 5 000 €. Donc elle avait besoin donc de 5 000 €. Mais on est d'accord que derrière d'avoir créé les oracles, même de finalement passer du temps avec les échanges comme tu disais, etc. Bon, encore ça va, c'est du temps, donc tu échanges ton temps contre, on va dire, un financement participatif. Mais l'oracle, pour le créer, forcément, ça lui a coûté quelque chose. Donc moi, je suis toujours très... en fait, je suis un peu curieuse de savoir comment, en fait, sur les 5 000 €, est-ce que c'est vraiment 5 000 dans ta poche ou pas, en fait? Ouais. Alors non, évidemment, c'est pas 5 000 dans sa poche. Donc là, le challenge, en effet, c'était, finalement d'inclure le coût des contreparties, dans l'objectif. C'est-à-dire que donc là, l'oracle, lui, il était financé à part, voilà, c'était pas l'objet de la campagne, mais du coup, il fallait financer quand même la mise en musique de cette bibliothèque de méditation. Donc, il a fallu trouver un équilibre entre le coût, que lui coûtaient justement, les contreparties et leur envoi, parce que ça, c'est aussi un truc, c'est qu'il faut les envoyer. Donc il faut bien calculer donc le coût de ces contreparties, les coûts d'envoi, les coûts de la plateforme, parce que la plateforme, évidemment, prend un pourcentage, une commission sur la somme que vous levez. Alors, là, en l'occurrence, il n'y en avait pas parce que nous étions sur Helloasso, qui est une plateforme qui est dédiée aux associations. Donc si vous avez une association, c'est une plateforme qui est totalement gratuite. Donc voilà, ça peut être une solution pour certaines si vous avez un statut d'association. Mais autrement, en général, c'est autour de 8 % de commission. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Mais du coup, il a fallu donc c'est pour ça qu'on a créé aussi des, contreparties qui n'avaient pas de valeur, financière, monétaire, et cetera, même si évidemment, ils ont une valeur, de vente, et cetera, puisque c'est des conseils, et cetera. Mais c'est-à-dire que c'est que du temps à créer, comme tu disais. Donc voilà, ça a permis de faire aussi baisser, le coût, de la campagne. Mais du coup, ça, c'est un équilibre à trouver, et c'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi vous faites cette campagne. Il vous faut quelque chose à la fin, évidemment que, le coût de vos contreparties, ça va être hyper important de bien l'évaluer. Ce qu'on a fait aussi, c'est que, pour éviter les envois, si les personnes pouvaient venir récupérer, les contreparties, et on les incitait à le faire comme ça, s'ils étaient dans la région. Voilà, donc il y a plein aussi de choses que vous pouvez faire pour essayer de limiter les contreparties. Ce qui est important aussi, je trouve, c'est qu'on a tendance à beaucoup, penser à faire des goodies quand on fait, du crowdfunding, et alors moi, je suis pas hyper pour les goodies. Pourquoi? Parce que souvent donc ça vous coûte de l'argent à produire et à envoyer, et souvent, c'est pas pour les goodies que les gens participent aux campagnes de crowdfunding. C'est-à-dire que les goodies, c'est très sympa, mais ce qui va faire la différence, c'est, le produit, par exemple, que vous créez et que vous allez vendre. C'est pour ça que les gens vont participer à votre campagne de crowdfunding. Les goodies, c'est un plus, mais finalement, est-ce que les gens auraient pas participé quand même sans les goodies? Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, et je sais pas si c'est vers ça que tu veux nous amener, mais moi j'ai envie qu'on y aille ensemble. C'est effectivement, est-ce que les gens qui aujourd'hui participent à des campagnes de financement participatif
ils vont juste pour avoir le goodies qu'ils peuvent en plus trouver facilement où ils veulent, voilà. Mais est-ce que c'est pas plutôt pour justement l'histoire qu'il y a derrière, l'histoire de la créatrice, du créateur, de l'artisan, de l'artiste? Et donc j'imagine que ça, c'est peut-être quelque chose qui doit être mis en avant aussi quand on travaille sur sa campagne et sur sa communication. Donc oui, en fait, je te rejoins complètement. Tu vois, j'avais jamais fait cette analyse-là. Mais ça peut être une information peut-être à retenir pour les personnes qui nous écoutent. C'est de travailler encore une fois un petit peu son histoire, son storytelling autour de la marque. Pourquoi c'est fait. Alors je sais pas, peut-être qu'on en parlera après, mais je sais que les vidéos aujourd'hui aussi, c'est des choses où ça impacte beaucoup plus. Et on revient du coup sur les valeurs. Alors on n'est pas non plus, c'est pas une association à but non lucratif pour protéger l'environnement avec des enjeux sociétaux, environnementaux, etc. Mais par contre, c'est quand même dans les personnes qui financent ces projets-là, il y a souvent des sensibilités de soutien à la personne, au créateur, au projet et à ce que représente le projet. C'est pas forcément un goodies qui peut ou pas être made in China ou ce genre de choses. Bref. Ouais. Donc, j'aime beaucoup ce que... Oui. Non, mais t'as tout à fait raison. En fait, il y a 3 raisons principales pour lesquelles les gens participent à une campagne. Soit, c'est vos amis et votre famille. Ils s'en fichent des contreparties, ils vont vous soutenir. Voilà. Première raison. Donc, les goodies, qu'ils les reçoivent ou pas, on s'en fiche, quoi. Deuxième raison, en effet, c'est ils vont adhérer aux valeurs du projet, à l'histoire, etc. Et dans ces cas-là, ils vont vouloir vous soutenir et avoir peut-être un bout de votre esprit créatif, de vos créations, donc quelque chose soit de physique et ou une expérience. Moi, je suis pour beaucoup, dans les contreparties, proposer des expériences. Donc, soit une rencontre, un atelier, je sais pas, quelque chose de une rencontre physique ou d'ailleurs, ça peut être en digital, hein, mais en tout cas, un échange. Et les gens sont souvent beaucoup plus sensibles à ce genre de contrepartie qui vous coûte rien à part du temps, plutôt que finalement des goodies où en fait ils auraient. C'est pas pour ça en fait, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont convertir en fait sur la campagne. Ah oui. Ils vont pas se dire tiens un mug super. Je le dis un peu sèchement, mais c'est vrai que voilà, s'il est pas je veux dire, c'est pas le fruit de votre travail et de vos mains, bon. Oui, finalement, voilà, oui, bien sûr, tout à fait. Évidemment, oui, on est d'accord. Mais si c'est le mug Disney de Minnie, ok, enfin, oui. Oui. C'est très cliché ce qu'on dit, mais je trouve que c'est assez... ça montre bien ce que tu conseilles finalement. Et j'aime beaucoup l'idée de l'expérience aussi, parce qu'effectivement, pour la personne qui achète, c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas forcément pu avoir à un autre moment. Et puis même pour la créatrice en soi, elle va à la rencontre finalement des personnes qui lui ont fait confiance. Et donc je trouve que c'est juste le plus bel échange, quoi. Donc oui, je comprends. Exactement. Et alors ça, je trouve que c'est des très bonnes pistes de réflexion si les personnes veulent avancer là-dessus sur donc les contreparties. Alors du coup, je sais pas si tu voulais nous présenter d'autres cas clients ou si finalement maintenant on passe un peu plus dans comment on s'y prend finalement pour le lancer, parce que bon, on a parlé des objectifs, les contreparties, la communication, mais peut-être le remettre un petit peu dans l'ordre tout ça. Donc, je ne sais pas par rapport à... Eh ben écoute, alors on peut parler d'une autre marque que j'ai accompagnée en fait, qui s'appelle Noliju, qui est une marque de vêtements d'activewear en fait pour femmes. Donc vêtements de sport, mais pas que. D'activewear. Voilà, et du coup, qui est une marque qui existait déjà, qui avait déjà des clientes, un e-commerce, etc., que j'ai accompagnée sur 3 ou 4 campagnes, je ne sais même plus, voilà, de pré-vente. Et donc là, la démarche, et du coup, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, c'est que la démarche est totalement différente. C'est-à-dire que là, l'objectif était de faire de la pré-vente pure, c'est-à-dire que le but n'était pas forcément de financer quelque chose et un projet, mais vraiment de pré-vendre des produits. Du coup, aussi la démarche était, je trouve aussi intéressante, c'était que la marque co-créait les produits avec sa communauté. Ah oui. Donc ça, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est donc le démarche de financement participatif. Dans le mot financement participatif, il y a participatif.
Et parfois, on l'oublie un peu. Et sauf que c'est quand même hyper intéressant de se dire, tiens, je vais demander à ma communauté qu'est-ce qu'ils veulent comme produit, ce qui les intéresse, demander leur avis sur des coloris, des formes, etc. Et une fois qu'on aura co-créé ensemble ce produit, je vais leur proposer à la prévente. Ce qui fait que la communauté est hyper engagée parce que c'est un produit qu'ils ont choisi et donc qui seront beaucoup plus susceptibles après de l'acheter. Et du coup, donc cette marque fonctionne vraiment sur ce créneau-là et aujourd'hui donc fait des préventes sur son site internet plutôt que sur des plateformes. Mais du coup, à la base, c'était quand même sur Ulule qu'elle faisait ses campagnes de prévente. Donc voilà, donc ça je voulais en parler parce que je trouvais ça hyper intéressant de l'évoquer pour celles qui que ça botterait de faire ça. Moi je trouve que c'est une super façon d'avoir une communauté engagée sur le long terme en plus et puis de réussir une campagne. Ouais, alors pareil, là je suis complètement convaincue parce que je suis la première à... Alors pas du tout, on n'est pas du tout sur la même échelle, hein, sur les mêmes enjeux, mais sur faire participer via les comptes Instagram, sur le prochain nom, le prochain produit, le prochain coloris, vous préférez quoi? Et aujourd'hui, les gens, du moment où ils donnent leur avis, sont engagés, il y a plus de chances pour que derrière, ils passent soit au financement, soit à l'achat direct du produit. Exact. Et donc, ouais, je trouve que c'est très malin. Et du coup, je trouve une très belle illustration de qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec des campagnes de crowdfunding. Donc là, tu nous as montré vraiment le côté, on va directement lancer un nouveau projet comme donc l'oracle de l'artiste. Et là, avec du coup la personne dont tu viens de nous parler, avec la marque dont tu viens de nous parler, plus sur de la prévente. Exact. Donc, ok, trop cool. Ouais. Du coup, si ça te va, je te propose qu'on passe finalement sur le concret du concret. C'est quoi un petit peu les étapes? Comment s'y prend? Alors, je pense qu'on va pas pouvoir tout parler parce que sinon on est là encore demain. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, un petit peu, parce que je me dis peut-être que derrière, les créatrices peuvent se dire oui, mais ça va me prendre du temps, ça a l'air compliqué, et je pense que ça l'est, mais là on voit qu'il y a aujourd'hui quand même on peut avoir des vrais résultats, des vrais beaux résultats. Donc c'est un petit peu voilà pour les guider, qu'elles aient un ordre d'idée de qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut penser pour que pourquoi pas ça mûrisse et que ça soit un beau projet 2023 pour elles. Oui. Alors, donc déjà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'objectif, c'est un peu la base de ce qui va suivre, en fait, mais de ce que vous allez devoir faire, en fait, par la suite pour l'atteindre. Donc, ce que je me disais, c'est que je pouvais vous donner un petit exercice très simple pour savoir comment déterminer votre objectif. J'adore les exercices. Bon, ça tombe bien. Alors, donc, en fait, vous devez faire en crowdfunding dans les premiers jours de votre campagne au minimum 30% de votre objectif. C'est un peu le chiffre clé pour vous permettre, en fait, ensuite de convaincre des personnes qui seraient un peu plus éloignées de votre marque de participer à votre campagne. Et donc, en fait, votre premier cercle et votre communauté de départ doit vous permettre d'atteindre ces 30% de votre objectif. Donc, imaginons, moi, idéalement, je m'étais dit, j'ai un objectif... En fait, on peut le voir dans deux sens, ce petit exercice. Soit vous avez déjà un objectif financier en tête et vous essayez de voir si vous pouvez l'atteindre, soit vous partez de la fin, c'est-à-dire de quelle est la taille de votre communauté et ça vous donne un chiffre. Bon, moi, j'ai pris le parti de me dire, bon, imaginons que j'ai un objectif de 10 000 €, idéalement. Donc, ça veut dire qu'avec, dans les premiers jours de ma campagne, je dois atteindre 3 000 €. Voilà, 30%. Ensuite, je me dis, bon, moi, le don moyen en financement participatif, il est d'environ 50 €. Ok. Donc, soit vous prenez ce chiffre, soit vous vous dites, tiens, moi, mon offre principale, ce que j'ai prévu, elle va être plutôt aux alentours de 40, 30, voilà. Vous prenez ce chiffre-là, et donc vous divisez les 3 000 par 50. Voilà. Donc, il veut dire qu'il faut que je réunisse 50 personnes, parce que 3 000 divisé par 50 est égal à 50. Et du coup, donc il faut que je réunisse 50 personnes, que 50 personnes participent à ma campagne dans les premiers jours de la campagne. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, bon, je vais faire un tableau Excel
Je vais noter toutes les personnes de mon premier cercle qui sont susceptibles de participer ou toutes les personnes qui sont déjà clients chez moi, ou si j'ai déjà une communauté sur Instagram, une newsletter, etc. Essayez de voir combien de personnes participeraient à votre projet et donc savoir si vous avez ces 50 personnes dans votre base ou pas. Alors, c'est 60 personnes, mais c'est pas grave. Ah oui. C'est pas grave. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ok, Non, mais 60 personnes. 60 personnes. Mais alors, du coup, là, c'est 60 personnes plutôt dans le cercle proche. Alors, ça peut être... Donc, en fait, il y a plusieurs niveaux, en effet. Ce qui est important de faire, c'est donc déjà de faire cette liste des personnes de votre premier cercle pour savoir combien vous avez... combien ça représente. Et ensuite, si vous avez une communauté donc sur les réseaux sociaux, par newsletter, etc., si vous avez une base mail typiquement, sur une base mail qualifiée, c'est-à-dire de personnes qui sont vraiment inscrites à votre newsletter, on aura entre 5 et 10% de cette liste en général qui va participer effectivement à votre campagne. Ok. Donc ça, pareil, ça vous donne une idée de... Donc ce qui est intéressant, c'est de faire un état des lieux aussi d'où vous en êtes en termes de communication, du nombre de followers que vous avez sur les réseaux sociaux, du nombre d'inscrits à votre newsletter, du nombre, voilà, selon ce que vous avez, voilà, vous essayez de faire un peu un état des lieux. Et ouais, donc une newsletter, en général, c'est entre 5 et 10%. Sur les réseaux sociaux, c'est moins. Ça va être plutôt 1%, et encore, je suis gentille, quoi. Ah oui, à ce point. En fait, c'est hyper dur de donner un chiffre parce que ça dépend vraiment beaucoup. Selon la taille de votre communauté, selon votre taux d'engagement, voilà. Donc, moi, je préfère... pessimiste, de toute façon. Oui, être pessimiste. Et je préfère aussi toujours vous conseiller... Alors, souvent, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent « moi, j'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux, donc c'est bon. » Sauf que les réseaux sociaux, c'est super, mais déjà, pour que les gens voient vos posts, faut quand même poster souvent. Pour que les gens soient vraiment engagés, ça peut être compliqué. Donc, moi, j'incite toujours les gens à plutôt développer leur base mail. À côté, évidemment, l'un va avec l'autre, voilà. Mais parce que le mail, c'est un bon moyen de toucher directement les gens. Vous avez quand même souvent des taux d'ouverture et les gens voient vos mails un peu plus que vos posts sur Instagram. Donc, pour une campagne de financement participatif, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, pour revenir à l'objectif, faites ce petit exercice. Donc, soit vous partez de votre communauté et vous essayez de déduire combien vous pouvez lever, soit vous faites l'inverse, vous avez un objectif et vous voyez si vous pouvez l'atteindre avec votre communauté. Et donc, si vous avez déjà la communauté suffisante, go. Et si vous n'avez pas la communauté suffisante, va falloir travailler à la développer. Ok. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis, mais alors du coup, les 70% restants, ils viennent d'où? S'ils viennent pas de ta communauté. Ouais. Donc, les 70% restants, ensuite, donc une fois que vous avez atteint les 30%, il faut que vous continuez évidemment à communiquer. Et là, l'objectif, c'est d'élargir la communication de votre campagne. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que déjà pour les premiers jours de campagne, on va faire un lancement entre guillemets privé auprès juste de la communauté. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est les personnes les plus engagées autour de votre projet. Donc, même si votre campagne elle est à 0%, ils vont participer. Ce qui ne sera pas le cas d'inconnus. Donc, si vous vous dites, tiens, je vais faire de la publicité sur Instagram, alors que vous avez 0%, ça a vraiment 0% de chance de réussir parce que les gens vont se dire, le projet a l'air super, mais il n'y a personne qui a participé, donc aucune confiance au projet. Donc, il faut y aller par étapes. Donc, vous commencez par votre premier cercle, ensuite votre communauté, ensuite vos réseaux sociaux, ensuite vous élargissez en fait au fur et à mesure votre communication. Et donc, les 70% restants vont venir des amis de votre communauté, parce que vous allez leur demander de partager, et ensuite des actions de communication que vous allez pouvoir faire pour faire venir des inconnus sur votre page projet. Est-ce que ça peut venir de la plateforme sur laquelle tu publies ta campagne? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde que c'est difficile? Alors, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde que c'est difficile, mais la plateforme peut ramener un peu de contributeurs. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas compter sur la plateforme, parce que c'est trop incertain comme variable. C'est-à-dire que
pour être mis en avant par la plateforme, il faut que votre projet cartonne, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez déjà à 100% quasiment pour que la plateforme vous mette en avant dans sa newsletter et sur sa page d'accueil, etc. Et puis, les personnes qui se promènent, entre guillemets, sur les plateformes de crowdfunding, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que la réussite de votre projet et les personnes que vous allez amener sur votre projet, c'est vous qui allez les amener. En général, c'est pas la plateforme. Parce que, voilà, à part moi et 2-3 autres passionnés de crowdfunding... Des concurrents qui vont voir un petit peu ce qui se fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, les gens, c'est pas du e-commerce, quoi. Donc, les gens vont pas voir. Ils tombent sur des campagnes sur les réseaux sociaux ou de pubs ou parce qu'on leur a partagé quelque chose. Mais voilà. Donc, ça peut être ramener des contributeurs, hein, évidemment, mais il faut pas trop compter dessus quand même. Ok, ça marche. Bon, moi, comme ça, c'est clair. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est un petit exercice de chiffres sur c'est quoi, comment fixer son objectif financier en fonction de sa communauté, soit en fonction de sa communauté, voir quel objectif financier on peut aller chercher. Exactement. Ensuite, parce que c'est pas tout, j'imagine. Non, évidemment. Donc, comme je vous disais, soit vous avez une communauté suffisante, et dans ces cas-là, go pour préparer la campagne en elle-même, soit vous n'avez pas une communauté suffisante, et là, il va falloir travailler à développer cette communauté. Ce qui est très important, donc, aussi, c'est de lancer une pré-campagne. Donc, c'est-à-dire qu'avant le lancement de votre campagne, il faut que les gens soient au courant que vous lancez une campagne pour qu'ils soient prêts, justement, à participer dès le premier jour. Le challenge, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum de personnes participent dès ce premier jour-là. Donc, l'idée, c'est de communiquer avant le lancement de la campagne sur son lancement et donner des raisons aux gens de participer dès le premier jour. Donc, pour ça, il faut que vous communiquiez évidemment sur vos réseaux sociaux, que vous communiquiez auprès de votre base mail, auprès de votre premier cercle, et du coup, que vous expliquiez votre démarche, que vous expliquiez comment ça fonctionne, peut-être le financement participatif, parce qu'évidemment, tout le monde est pas familier avec le concept, d'expliquer pourquoi c'est important que les gens participent dès le premier jour, etc., etc. Donc, pour ça, l'objectif, c'est de mettre en place une petite stratégie pour un petit rétro-planning, en fait, pour que, avant le lancement de la campagne, les gens soient au taquet, en gros. Oui, bien sûr. C'est du teasing, en fait. Hein. Fait, j'ai l'impression, à plusieurs reprises, il y a un côté momentum. Vraiment, c'est le moment. Il y en a, ils font des lancements de formation. Et en fait, là, il y en a, ils font des lancements de collection. Les créatrices font des lancements de collection. Mais au même titre, tu fais un lancement de campagne de financement participatif. Donc, ça se prévoit. Il faut donner envie. Mais alors, du coup, tu disais qu'il faut donner une raison de participer finalement au premier jour. Est-ce que ça veut dire que tu peux avoir des contreparties différentes le premier jour ? Oui, tout à fait. Très bonne remarque. Je vois que tu es renseignée. Donc, en fait, il y a plusieurs façons d'inciter les gens à participer dès le premier jour. Déjà, en leur expliquant que c'est important pour le succès de la campagne, et aussi en mettant en avant des contreparties spécifiques. Ça peut être des contreparties, ce qu'on appelle early bird en anglais, ou des contreparties, en fait, des offres spéciales pour les personnes qui participent tôt à la campagne. Et donc, ça peut être, par exemple, soit une offre qui est disponible que à ce moment-là, soit une réduction un peu plus importante que pendant le reste de la campagne. Donc, soit, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des contreparties qu'on appelle limitées, c'est-à-dire limitées en nombre. Donc, sur les plateformes, on peut limiter des contreparties comme ça, ce qui permet de donner un sentiment d'urgence, en fait, pour les personnes qui souhaitent participer, et donc les inciter à le faire le plus rapidement possible. Yes. Voilà. Ok, donc après, on a notre objectif, on a notre pré-campagne, on est quasiment prêt, mais j'imagine que pour être prêt, il y a pas mal de choses. Il y a déjà définir, excuse-moi, je vais peut-être parler à ta place, mais moi, la vision que j'ai, tu me dis si je me trompe, c'est donc on va définir le montant, les contreparties, et c'est une page de vente finalement qu'il faut créer, alors que ça soit sur, je pense pas qu'on parle de Ulule versus KissKissBankBank, Kickstarter, c'est pas l'objet, mais ça peut être même sur son propre site, ça peut être sur Helloasso comme tu le disais aussi. Tout à fait.
Donc c'est ça un petit peu la suite? Exactement. Donc, une fois que voilà, on a lancé un peu sa pré-campagne, donc il faut développer sa page projet. On appelle ça une page projet, donc c'est la page de présentation de son projet sur la plateforme. Et donc, pour ça, et ben, le storytelling dont on parlait tout à l'heure va être important, évidemment. Et puis donc, sur cette page, vous pouvez, avoir une vidéo aussi. Donc ça, je vous conseille, si vous avez la possibilité de faire une vidéo, d'avoir une vidéo. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet aux gens de comprendre votre projet de manière assez rapide, sans devoir lire, finalement, votre page, parce que les gens sont un peu feignants, hein, faut le rappeler. Eh oui, oui. Puis la vidéo, on le sait, hein, c'est en 2023. Puis ça, il y a Exact, beaucoup plus de proximité. On voit la personne, on voit le créateur, quitte à mettre un peu de backstage ou autre, on c'est voit ça, vraiment ce qui est travaillé, on voit que c'est un vrai... Enfin voilà, c'est... Je dis oui exactement. à la vidéo. On dit oui à la vidéo et puis, en plus, vous allez pouvoir l'utiliser ailleurs que sur votre, projet et vous en avez besoin. Enfin, la vidéo, comme tu disais, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui et c'est ce vers quoi on va. Mm. Donc, essayez de faire une vidéo que vous pouvez réutiliser même peut-être après, par la suite. Comme ça, votre investissement, il est pas perdu, quoi. Donc, voilà. Exactement. Donc la vidéo, le storytelling de votre projet. Ce qui est important aussi de savoir sur les pages de présentation, c'est que donc, les plateformes ont des éditeurs, en fait, de texte pour présenter votre projet qui sont assez, classiques et assez limités. Donc, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez en termes de mise en page. En général, si vous voyez des pages projets et des pages de présentation très, très, graphiques, un peu, voilà, hyper bien faites avec plein de couleurs et cetera. En général, c'est que, ces pages projets ont été créées au préalable, soit sur un logiciel, de PAO, soit sur Canva et cetera. Et en fait, ce sont que des images, des successions d'images qui sont intégrées, à la page. Pourquoi? Parce que justement, en fait, on ne peut pas faire grand-chose avec ces éditeurs, de texte et donc ça ne nous permet pas de, parfois, avoir un graphisme qui soit, sympa. Donc en général, c'est, ce qui est fait, pour, un peu pallier à ça. Parce que du coup, toi, tu encourages qu'il y ait vraiment cet univers graphique, j'imagine, pour qu'on Ouais. plonge dans l'univers de la personne. Ok. Exactement. Je conseille ça, et je conseille aussi au maximum, d'illustrer ses propos plutôt que de faire des gros pavés de texte, quoi. Parce que encore une fois, il faut faciliter au maximum la compréhension de votre projet, faire en sorte que ce soit, simple et rapide à comprendre et donc, voilà et donc finalement, le graphisme, ça aide beaucoup à ça. Et donc, troisième partie, en effet, ce sera les contreparties. Et donc là, on en a déjà un peu parlé. L'objectif, c'est de développer 5 à 6 contreparties, ça suffit. Si vous faites de la prévente, vous pouvez même en avoir seulement une, qui est votre produit en prévente. Voilà. Il n'y a pas besoin de multiplier les différentes contreparties. Le risque, si vous en avez trop, c'est que les gens n'y comprennent rien et du coup, finalement, partent de votre page parce qu'ils n'ont rien compris. Donc, il vaut mieux se concentrer, sur des contreparties, voilà 5-6 et c'est très bien. Bah, en fait, on en revient un petit peu sur, comme tu le disais, sur l'univers graphique où il faut que ça soit simple et rapide, Oui. qu'on comprenne. Il y a des images, il y a 1, 2, 3, 4 peut-être, parce que on le sait après, alors je sais pas si c'est vrai aussi pour les contreparties, mais souvent on dit c'est bien d'avoir 3 prix, parce qu'avec Oui, le prix du milieu, on a l'impression que c'est quand même souvent, comme par hasard, celui qui est le plus vendu, donc ça permet exactement. de upseller un petit peu, donc voilà, il y Ouais. a un peu ça aussi. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ça peut être, c'est intéressant aussi donc d'essayer d'optimiser le «panier moyen» entre guillemets, Mm. en faisant des offres qui plus, tu avances dans, les gammes de prix, sont intéressantes, pour, les contributeurs. Donc Ok. oui, oui, ça marche exactement pareil, évidemment. Ok, cool. Ouais. Eh bien, écoute, je sais pas, t'avais d'autres choses à dire? J'ai l'impression qu'on a quand même bien déblayé. Donc, Ouais, pour résumer, donc oui, moi je vois qu'il y a quand même 3 grands points. oui, C'est l'objectif qui est hyper oui, important parce que sans ça, en fait, on ne sait pas où on va et vérifier que on a ce qu'il faut, soit au niveau de la communauté, soit au niveau du budget qu'on demande, pour pas qu'il y ait de oui, déception non plus. Donc ça, oui, je pense que c'est important. exactement. L'objectif. Le deuxième, c'est quand même la communauté et la communication qui va autour. Oui, Et le troisième, c'est plus la page projet et tout le storytelling, univers de marque. Euh,
avec en fil conducteur tout le long cette fameuse communication. Donc, ok. Ouais, exactement. C'est bien résumé? C'est un parfait résumé. Wow. J'aurais pas mieux dit. Bon. Est-ce que tu as d'autres choses à compléter? Parce qu'on arrive du coup quasiment à la fin de l'épisode. Est-ce que par rapport est-ce que tu as d'autres petits conseils ou on avait bien fait le tour? Alors, autrement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Élément important, ne vous précipitez pas sur votre campagne de crowdfunding. Souvent, moi, on me contacte en me disant, voilà, je veux lancer ma campagne dans 2 semaines, mais je n'ai rien commencé. Voilà. Et alors, je peux comprendre qu'il y ait des choses qui sont pressées et que vous avez envie de lancer cette campagne et vous avez besoin de lancer cette campagne. Mais le risque, c'est de beaucoup travailler, donc de se mettre dans le rouge et de lancer cette campagne et qu'elle fonctionne pas. Et donc, je demande toujours pourquoi est-ce que vous êtes pressé? Est-ce qu'il y a une raison valable entre guillemets? Parce que souvent, il y en a pas. C'est juste les porteurs de projets dans leur tête qui se sont fixés ça. On ne sait pas comment, et du coup, ils sont prêts à risquer la réussite de cette campagne juste parce que ce serait bien qu'on lance cette campagne à ce moment-là. Et en fait, pour réussir une campagne, c'est la préparation la clé, quoi. Donc, plus vous vous y mettez tôt et mieux votre campagne fonctionnera. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, en moyenne, ça se prépare combien de temps avant? Ouais. Alors, ça se prépare une campagne de financement participatif, en moyenne, je pense 3 mois à l'avance. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être aussi 6 mois, 1 an, selon l'ambition du projet. Oui, et la communauté, s'il y a besoin d'aller la creuser, de l'élargir. Exactement. Si vous avez déjà une communauté, forcément, ce sera beaucoup plus rapide. Si vous partez de 0, voilà, il va falloir un peu plus travailler. Voilà. Donc ça dépend beaucoup. Il faut, je pense, au minimum 2 mois pour préparer, faire la pré-campagne. Et du coup, après, on a 1 mois de campagne environ, voilà. Ok, mais donc ça tombe bien parce que cet épisode sera dans vos oreilles début d'année 2023. Donc si vous avez en 2023 envie de faire une campagne de financement participatif, vous pouvez le préparer dès maintenant, du coup. Exactement. Et du coup, deuxième truc hyper important, je trouve, c'est que vous êtes, en tant que porteur de projet, des super ambassadeurs de votre projet et les meilleurs vendeurs de votre projet. Donc, dès que vous avez l'envie et puis vous ambitionnez de faire cette campagne de crowdfunding, parlez-en tout le temps à tout le monde. N'arrêtez jamais. Il y a rien de mieux pour convaincre des gens que de parler tout le temps de son projet et au risque de les saouler un peu, mais ils vous en voudront pas en général. Non, en plus, c'est vrai que moi je dis pareil pour vendre vos produits, même nous on nous dit pareil pour nos services, etc. Mais là, la campagne de crowdfunding, c'est différent quand même. C'est quand même c'est du donnant-donnant, c'est pas de la pure vente. Donc là-dessus, je compte sur vous. C'est beaucoup plus facile d'aller saouler tout le monde qu'avec juste simplement ces produits. Donc, ok, ça c'est très bien. Voilà, c'était l'autre petit conseil que je pouvais donner. Ok. Bon, alors, et du coup, on va en arriver au moment un petit peu, c'est comme ça, c'est le côté un peu aussi auto-promo de l'invité, parce que du coup, si les personnes ont envie d'aller plus loin, j'imagine que toi, tu peux les accompagner. Tu peux nous raconter un petit peu tes projets, qu'est-ce que tu proposes, où c'est qu'on peut te retrouver, tout ça. Tout à fait. Alors, du coup, moi, je propose différents types d'accompagnement. Ça va de la formation et du programme en ligne, en passant par le coaching et à de l'accompagnement en prise en charge, en fait, de campagnes de financement participatif. Donc, voilà, j'ai un panel assez large pour vous accompagner selon vos besoins et puis selon vos projets et votre budget, évidemment. Aujourd'hui, mes accompagnements en individuel sont complets, assez rapidement. Mais du coup, ce que je peux proposer, là, tout de suite, c'est, l'accès au programme en ligne Crowdfunding Academy. Donc il y a un programme que j'ai lancé en mai dernier. OK. Et du coup, qui a été vraiment, conçu à partir des accompagnements individuels que je pouvais faire, avec mes clients. Et du coup, qui vous permet de comprendre les mécaniques du crowdfunding,
de créer la stratégie pour votre projet et de aussi mettre en place vos actions de communication et donc de créer évidemment votre page projet, vos contreparties, etc. et d'animer votre campagne. Donc c'est à travers plusieurs vidéos, évidemment, voilà, un programme en vidéo que vous pouvez suivre à votre rythme. Et évidemment, le but, c'est que vous passiez à l'action et que cette formation ne reste pas juste dans vos oreilles et dans votre cerveau. Et donc, pour ça, voilà, vous avez accès aussi à un tableau de bord avec plein d'exercices qui, normalement, devraient vous faire avancer et lancer votre campagne de crowdfunding. Voilà. J'adore. Ouais, c'est un peu comme ça que je construis aussi mes programmes, donc ça, très bien. Voilà. Et du coup, on peut te retrouver où pour avoir toutes les informations, même te contacter, venir papoter un peu avec toi? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc mon compte c'est Crowdfunding Factory. Voilà. Et pareil, mon site internet crowdfundingfactory.fr et mon adresse mail c'est lucie@crowdfundingfactory.fr. Vous pouvez m'écrire directement, je serai ravie de vous répondre. Oui, et je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, voilà, il n'y aura qu'à cliquer et vous pourrez aller faire un petit coucou à Lucie ou aller papoter avec elle si l'épisode vous a donné envie d'aller plus loin. En tout cas, je l'espère, sur les campagnes de financement participatif, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser pour les créatrices et les artisans. En plus, ça a complètement du sens dans le côté aussi valeur, mise en avant de l'artisanat français, du fait main, etc. Je veux dire, c'est pour moi, toutes les valeurs sont alignées pour qu'on puisse aller trouver des personnes qui ont envie de donner dans ces projets-là. Donc, complètement. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup, Lucie. Merci à toi, Marie. Et ben non, mais attends, mais c'est pas fini. Attention, hein, on le Je sais. Tu sais, en 2023, le jeu de la fin continue. Donc juste pour rappel, donc c'est vrai que c'est tous les invités qui viennent, hein, maintenant c'est ça, ils passent au jeu de la fin, donc c'est le ceci ou cela. Je rappelle rapidement, je vais prendre mon téléphone, qui était là. Je vais lancer un minuteur pendant 1 minute. Je vais te faire 2 propositions à chaque fois. Il faudra que tu y répondes le plus vite possible. Et comme c'est le début de l'année, j'ai été un petit peu coquine avec toi. Il y a peut-être des choix qui vont être un petit peu difficiles. Aïe, attention. Ok, je suis prête. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti. Avoir chaud ou avoir froid? Avoir froid. MSN ou Skyblog? MSN. Livre ou liseuse? Livre. Attention, petit piège. KissKissBankBank ou Ulule? Waouh, alors ça, c'est la question impossible à répondre. Je vais dire dernièrement Ulule parce que je l'ai plus utilisé. Mais KissKissBankBank est très bien aussi. Hein. Ça marche. Couche-tôt ou couche-tard? Couche-tôt. Alors, mercredi, la série ou Stranger Things? Stranger Things, pardon. Yes. Chocolatine ou pain au chocolat? Je suis obligée. Pain au chocolat, désolée. Fondue savoyarde ou bourguignonne? Savoyarde. Soirée jeu ou soirée karaoké? Les deux. Comment choisir? Musique plutôt pop ou rap? Pop. Shampoing solide ou liquide? Liquide, malheureusement. Je suis pas encore passée au solide. Et moi non plus. C'est fini. Bien joué. Merci. C'était super. Piège. Ouais, c'était pas facile, hein, mais bon, écoute, j'ai répondu. KissKissBankBank ou Ulule, j'avoue que c'était comme ça permettait qu'on en parle un petit peu quand même. Oui. Je sais que les deux se valent complètement, oui. Donc voilà. Très bien, c'était top. Bon, bah écoute, on est arrivé à la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Lucie, pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé. T'as un dernier petit mot pour la fin avant qu'on se quitte? Eh ben déjà, merci beaucoup à toi, Marie, de m'avoir invitée. Je suis ravie d'avoir fait ce podcast. Et puis, j'espère qu'en 2023, il y aura un maximum d'entre vous qui passeront à l'action et lanceront leur campagne de crowdfunding. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à m'envoyer vos campagnes. Si vous en lancez, je serais ravie d'aller jeter un œil. Oui, carrément. Et n'hésitez vraiment pas à venir nous lire sur Instagram à Lucie et moi si vous passez à l'action. Mais écoute, je clôture ici et je retrouve du coup les auditrices juste pour la conclusion de l'épisode. Merci beaucoup et à très bientôt, Lucie. À bientôt, Marie.
Voilà, alors j'espère que tu y vois plus clair sur le financement participatif, que tu vois comment l'utiliser pour le développement de ton activité. En tout cas, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram ou directement à Lucie. On sera ravis de découvrir tes prochains projets et de répondre à tes questions. Et si tu as apprécié cet épisode et que tu penses qu'il pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, SMS, WhatsApp, bref, ce que tu veux et je t'en remercie par avance. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut!